Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous. Merci d'être fidèles à nos éditions. Nous sommes le vendredi 11 mars et voici les informations que nous allons développer. Convoqué et peut-être bientôt remercié. Ambiance très froide ce matin entre le ministre de la Santé, Jacques Raynal, et le directeur de l'ARAS, Pierre Frébault. Ce sera au Conseil des ministres de décider si oui ou non ce dernier sera maintenu dans ses fonctions. Les détails dans un instant. La Direction générale des affaires économiques uniformise le code des débits de boissons et les mesures ont un impact direct sur l'activité des entreprises spécialisées dans l'importation et la vente d'alcool. Au Fénois, l'accession à la propriété coûte de plus en plus cher. La preuve ce soir avec un trentenaire, jeune père de famille. C'est le dossier consacré à l'envolée des prix dans l'immobilier. C'est vendredi et vous avez désormais l'habitude de notre rubrique Tehono Tamutu. Le lien avec les îles est établi ce soir avec Takaroa pour parler notamment de son abri anticyclonique inauguré la semaine dernière. Nous serons en direct avec la première adjointe de la commune de Takaroa, liée aussi à Takapoto et Tikai. Il s'agit de Odette Homai Samine. Le festi-foot ou le football pour tous, y compris pour les personnes atteintes de handicap. Les pensionnaires de 7 centres médico-éducatifs se sont affrontés hier dans la joie et la bonne humeur. Et puis direction Fakarava à la fin de cette édition pour une matinée dans une cocoterie en compagnie de 2 copraculteurs. Ce sera notre Aïe Fénois. Merci d'être avec nous. Rien ne va plus entre le ministre de la Santé, Jacques Raynal, et Pierre Frébault, le directeur de l'ARAS, l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale directement placée sous la tutelle du ministère. Pierre Frébault était donc convoqué à la première heure ce matin par son ministre qui lui reproche d'avoir communiqué des chiffres au président du pays, Édouard Fritsch, sans son autorisation. Chiquita Tevadarouzes et Sandroli étaient présents à la sortie de cet entretien. Le torchon brûle entre le ministre de la Santé, Jacques Raynal, et Pierre Frébault, directeur de l'ARAS depuis 5 ans et visiblement dépité face à la situation qu'il est en train de vivre. Peut-être que je donnerai mon avis, peut-être, mais je ne répondrai pas à vos questions. L'entretien ne durera pas plus d'une demi-heure. Selon Pierre Frébault, son ministre est en colère car il a dévoilé au président Édouard Fritsch des indicateurs de la Covid qui encourageraient à lever l'obligation vaccinale pour de bon. C'est le président qui m'a demandé ces chiffres pour que l'on puisse alléger, voire lever cette obligation. J'ai prévenu le président que cela va créer des problèmes, car le ministre n'est pas favorable à cette démarche. C'est moi qui subis aujourd'hui. Je suis entre le ministre et cette demande du président. Que devais-je faire ? Le Conseil des ministres du 9 mars a suspendu effectivement l'obligation vaccinale pour le personnel des services et établissements publics, les commerces et prestations de services, pour les professionnels du tatouage et de l'esthétique, mais aussi pour le personnel de l'éducation. Une décision non soutenue par le ministre de la Santé. Ce que je sais de ce Conseil des ministres, ce ministre-là n'a pas signé. Mercredi dernier encore, deuxième phase. Il n'a pas pu empêcher la levée de l'obligation pour le personnel de l'éducation. Pourquoi est-ce que Jacques Raynal veut cacher ces chiffres au président? Pourquoi veut-il l'éviction de Pierre Frébault de l'ARAS? On ne le saura pas. Le ministre a quitté précipitamment le ministère. Quant à Pierre Frébault, son sort sera fixé en Conseil des ministres prochainement. Et on le sait, l'obligation vaccinale reste encore en vigueur seulement pour les professionnels de santé. À noter aussi, le port du masque sera facultatif dans les établissements scolaires de Polynésie française à partir de lundi. 2 ans jour pour jour après la découverte du premier cas de Covid-19 au Fénois, c'était le 11 mars 2020. On fait le point sur la situation. Ces dernières 48 heures, il y a eu 2 décès liés à l'épidémie. 278 nouveaux cas ont été enregistrés, 8 hospitalisations sont en cours, 1 personne est en réanimation. Les entreprises de vente d'alcool du Fénois sont désormais soumises à une nouvelle législation appliquée depuis le 1er mars. Le texte simplifie les démarches administratives pour l'attribution des licences, mais renforce également les contrôles et les sanctions pour protéger les mineurs. Rohan Potoru et Mirko Vanfo sont allés à la rencontre de certains cavistes et restaurateurs pour avoir leur opinion sur ce nouveau texte. Moins 25% ou encore moins 33% sur l'alcool, des promotions autorisées par la nouvelle législation. Par contre, depuis le 1er mars, toutes les ventes ou offres à titre gratuit sont désormais interdites.
Une contrariété pour certains cavistes. Il y a plusieurs choses qui vont se mettre en place. Donc, plus d'alcool réfrigéré, mais ça fait déjà un petit moment. Ensuite, on n'a plus de gratuité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus offrir d'alcool. Il y a aussi les offres à 5+1 aussi, donc ça fait partie des gratuités pour les alcools. Donc les offres carton à 5 bouteilles, une bouteille offerte, sont interdites. Et pour les horaires de vente d'alcool, on passe maintenant de 18h à 20h. Un retour à la normale accueilli favorablement par les professionnels après 2 ans de restrictions. La nouvelle réglementation, c'est qu'on peut vendre jusqu'à 20h. Après, voilà, les boutiques adapteront selon leur fréquentation, les horaires. C'est un avantage pour vous? Ça peut être un avantage. Ça peut être un avantage surtout le week-end où là, les gens, ils travaillent, la plupart ne travaillent pas. Donc, ils ont le temps de venir regarder les bouteilles, alors qu'en semaine, c'était plus compliqué. Concernant le nombre de licences délivrées aux exploitants de débit de boissons, on passe maintenant de 10 à 7 licences, avec certaines qui sont spécifiques aux restaurateurs et aux armateurs. On leur permet, outre la vente à consommer sur place, on leur permet, sans demander la licence idoine, de vendre de l'alcool à emporter, mais dans les conditions prévues par leur licence. Donc, c'est-à-dire, je peux vendre à emporter dès lors que j'ai un client qui vient, qui commande un plat, qui part avec le plat, il peut prendre à emporter une boisson alcoolique. Une licence aussi qui sera aussi accordée aux armateurs, ça veut dire quoi? Alors, il n'y a pas de licence spécifique aux armateurs. Les armateurs choisiront, dans les conditions qui sont prévues par le Code des débits, l'une des licences, mais ça leur permettra de faire de la vente à l'aventure dans les archipels où il n'y a pas de magasin notamment, de boissons alcooliques. Voilà. L'année dernière, dans les îles du Vent, ce sont environ 1500 licences qui ont été accordées. À noter par contre la date butoir du renouvellement de ces licences qui est fixée au 30 juin prochain. Passé le délai, elles deviennent caduques. Parlons logement désormais. La loi de l'offre et de la demande est sans pitié en Polynésie. Il faudrait construire, tenez-vous bien, 1400 logements supplémentaires chaque année au Fénois pour répondre aux besoins. Devenir propriétaire coûte donc très cher et un jeune papa, à peine trentenaire, le dénonce. Heivini Legléo a fait un post sur Facebook. Son message a été partagé plus de 2200 fois. Il y évoque l'impossible accès à la propriété pour les jeunes couples, même avec un revenu stable. Sibel Plichard et Heidi Enko l'ont rencontré. C'est notre dossier sur les difficultés actuelles pour l'accession à la propriété. Le bateau, dessine le bateau à papou. À presque 30 ans, Heivini vit encore sous le toit de ses parents. Sa compagne aussi, Mesam Orea. Pour leur petite fille de 2 ans, le couple aspire à plus de stabilité. Lorsqu'on est ici, c'est réveiller 4 h du matin pour faire la route, la circulation, ensuite la journée de travail, il y a le retour après à faire. Donc tu as en gros 3 à 4 heures de route par jour. C'est pas un problème de vivre chez ses parents, mais après à un moment, tu as envie de prendre ton envol. Un petit terrain, une maison et un jardin, le projet de toute famille qui se construit. Mais avec 2 SMIG, soit 300 000 francs par mois, peut-on acheter à Tahiti? Cette agence immobilière est catégorique. Nulle part. C'est impossible. 2 jeunes qui gagnent le SMIG, impossible. Aujourd'hui, il n'y a même plus de terrain à 9-10 millions. C'est 15 et plus. C'est 15 et plus. Des biens inaccessibles, Heivini l'a bien compris. Les rendez-vous dans les banques de la place l'ont découragé. C'est l'ascenseur émotionnel. Tu te dis que déjà, il te faut 10% d'apport. C'est waouh, ok, il faut encore demander de l'aide à papa et maman. Parce que 10% de 25 millions, c'est quand même 2,5 millions. Et 2,5 millions, même mes parents, ça va être très dur. Ça veut dire que mon père, il faut qu'il fasse un emprunt pour me donner un apport. C'est triste pour nos enfants, pour tous les enfants. C'est triste pour cette génération de voir comment tout explose, les prix explosent, c'est exorbitant, c'est pas possible. On va de pire en pire. Contrairement aux idées reçues, les Calédoniens ou les Français fraîchement débarqués n'ont pas tout acheté à Tahiti. Selon les statistiques des affaires foncières, la majorité des acquéreurs sont des locaux, mais des locaux qui gagnent bien plus qu'un SMIG. Pour les autres, au fil des ans, l'immobilier devient de moins en moins à leur portée. Il y a une énorme pénurie de production de logements en Polynésie, ce qui fait qu'il n'y a pas d'offre, ce qui est rare et cher. Et on subit le contre-coup de l'augmentation de tous les matériaux.
l'augmentation du prix du foncier en Polynésie, la rareté du foncier qui implique nécessairement que le surcoût des terrains se répercute sur la valeur des appartements. On a aussi la conséquence de l'absence de défiscalisation depuis 2013. Le retour d'une défiscalisation locale pour ouvrir le marché, l'un des leviers possibles. Heivini en appelle aux autorités, car pour lui, devenir propriétaire est un acte quasi culturel. La première chose que l'on connaît de notre culture lorsqu'on est bébé, c'est le poufénois, le placenta que l'on plante, que l'on introduit dans la terre et qui symbolise un peu ton appartenance à la terre. L'augmentation de l'impôt sur la plus-value ne suffira pas. Régler le problème du foncier, construire 1400 logements par an, mais aussi un système efficient d'aide publique pourrait permettre à Heivini d'accéder un jour à la propriété. Ouvrons désormais notre page quotidienne consacrée à l'élection présidentielle. Et ce vendredi soir, on s'intéresse au candidat de droite Nicolas Dupont-Aignan, soutenu par le parti politique Debout la France, qu'il a lui-même fondé. Après 2012 et 2017, le député de l'Essonne se présente pour la 3e fois à l'élection présidentielle. Les grandes lignes de son programme en faveur des Outre-mer, c'est avec Laurence Théatin et Denis Rousseau-Caplan. Nicolas Dupont-Aignan présente 23 mesures pour les Outre-mer. Il dit vouloir les placer au cœur de l'appareil d'État et faire du ministère des Outre-mer un ministère régalien. De manière à peser et à arrêter la marginalisation de l'Outre-mer dans l'appareil d'État, dans les décisions publiques. Sa deuxième décision sera de lancer un plan d'urgence d'investissement public pour remettre à niveau les réseaux d'eau potable et les équipements hospitaliers, scolaires et universitaires. Ce qui a été fait pour la Corse doit être fait pour les Outre-mer. Plan massif de rattrapage avec la renationalisation des réseaux d'eau potable. Je ne veux plus imaginer qu'au XXIe siècle, en France, on n'ait pas accès à l'eau. C'est indécent. Et s'il faut mettre 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards, on les met. Cette mesure est affichée dans son projet comme faisant partie de ses 100 premières décisions pour la France, à l'instar de la continuité territoriale. Je veux qu'on garantisse un billet aller-retour à un maximum de 500 € pour les ultramarins. Donc je voudrais qu'on rationalise l'offre, c'est-à-dire que vraiment il y ait une politique publique, un peu comme ça a été fait avec la Corse, pour permettre aux ultramarins d'aller et venir sans être otages de compagnies privées. S'il est élu président de la République, Nicolas Dupont-Aignan souhaite favoriser un développement plus autocentré, via notamment la défiscalisation des investissements et la réforme de l'octroi de mer. Continuer des défiscalisations, mais peut-être prenant mieux en compte le tissu local, réformer l'octroi de mer pour les productions totalement importées pour faire baisser le coût de la vie et en revanche défendre les productions nationales qui sont faites sur place. Bref, il faut une stratégie de développement économique autocentrée avec des incitations fortes, notamment à la formation des jeunes. Autre ligne directrice pour le candidat soutenu par Debout la France, la sécurité, en particulier à Mayotte et en Guadeloupe. Il promet de valoriser les Outre-mer dans l'inconscient collectif des Français. Sa première mesure sera de supprimer le pass vaccinal. Voilà donc avec ce sujet sur le programme du candidat Nicolas Dupont-Aignan, c'est tout pour ce soir concernant l'élection présidentielle. Direction les Tuamotu désormais, dans la continuité de la création de la nouvelle antenne du RSMA sur l'atoll de Haurwangai, le commandant du service militaire adapté, le général Claude Pelou, et une petite délégation étaient en visite sur l'île hier. Ils ont fait le tour des futures installations provisoires que la mairie mettra à la disposition des militaires dès ce mois de juillet, le temps de la construction de la future 4e compagnie. Poursuivons notre tour de l'actualité dans les îles avec la page du vendredi. Notre invité ce soir dans notre rubrique Tehonot Amotu, il s'agit de Odette Homai Samine, première adjointe de la commune de Takaroa,
Odette Yorana, j'espère que vous nous recevez bien. La semaine dernière, une délégation composée du haut-commissaire et du président du pays ont inauguré votre abri anticyclonique à Takaroa. Est-ce que vous l'avez attendu longtemps, cet abri? Attendu longtemps, oui, puisque c'était un projet de l'ancienne équipe, municipale avec Tamnati Apreu. C'était une volonté de leur part depuis 2019. C'est qu'en 2017, l'étude a été lancée avec le financement du FIP en juillet 2018 et par la suite la construction. Et est-ce que vous avez déjà connu, lors des années précédentes, de gros épisodes cycloniques justement qui ont marqué votre atoll? Depuis que je suis sur l'île, non, mais j'en ai entendu parler avec nos anciens dans le cyclone en 1910 et en 1906 où le bateau County of Roxburgh a échoué sur Takaroa. Alors, lors de cette visite, il y avait aussi des ministres, notamment les ministres de l'Éducation et de l'Équipement. Quels sont les grands projets que vous leur avez partagés? Ce sont les projets que la population attend depuis longtemps, surtout ceux qui vivent au Rahui, c'est-à-dire l'extension de l'électricité pour 4 km. Donc, l'électrification du Rahui, c'est le principal projet pour l'instant à Takaroa. Voilà, à la demande de la population. Alors, du 14 au 20 mai, il y aura en Polynésie le Blue Climate Summit. Le thème de la montée des eaux sera forcément abordé. Quelle est la situation chez vous? La situation est très alarmante et puis on s'étonne un peu qu'on ne nous invite pas à participer justement à ces réunions-là puisque nous serons les premières îles à être touchées par la montée des eaux puisque chez nous, il n'y a pas de montagne. Et quand vous dites alarmante, ça veut dire quoi? Comment ça s'illustre sur votre atoll? Alors, dernièrement, il y a 2 semaines, nous avons subi des houles, des fortes montées d'houles. Donc, ce qui nous fait peur, puisque quand on regarde autour de nous, on peut se rattacher qu'à nos abris anticycloniques. Une dernière question sur la guerre, le conflit russo-ukrainien. Vous avez un membre de votre famille, votre fils tout simplement, qui a été appelé par l'OTAN. Il est déployé en Pologne. Quel est votre ressenti en tant que mère? Alors, ça ne m'inquiète pas plus, hein, puisqu'il m'explique que ces missions, c'est juste la protection civile sur les frontières que l'OTAN a. Et puis, mais c'est plutôt un message que je lance à l'État. Pourquoi ne pas justement ramener nos jeunes Polynésiens engagés dans l'armée française à venir protéger le grand espace maritime que nous avons, où il y a des trésors à protéger, où beaucoup de bateaux extérieurs viennent piller nos océans? C'est peut-être la priorité où il faut déployer nos militaires. Merci beaucoup, Odette Homei Samine, première adjointe au maire des communes de Takaroa, Takapoto et Tikai. On retiendra donc ce projet d'électrification du village Orahui à Takaroa et donc la situation alarmante pour la montée des eaux. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de notre rubrique Tehonut Amutu. Merci encore. Je vous en prie. Des rencontres de football adaptées, dédiées spécialement à des personnes capables autrement. Comprenez les individus atteints d'un handicap. Le FestiFoot leur a donné la possibilité hier de disputer quelques matchs dans la bonne humeur, le plus important n'étant pas la victoire, mais bel et bien le partage et le fair play. Regardez plutôt ce reportage de Al Ihoetif Afana. 3, 2, 1, top! Aujourd'hui, les stars du ballon rond se sont eux. Malgré leur handicap, ils prouvent que le sport est accessible à tous, sur la pelouse de la joie et de la bonne humeur, parmi eux des multisportifs. Basket, football, pilote, la piscine et volleyball. Issus de 7 associations et centres médico-éducatifs, ils sont atteints de différents handicaps, alors les ateliers sont très bien adaptés. Aujourd'hui, on a des aveugles, donc du coup, on a mis en place des activités pour les aveugles. Et on a eu aussi des malentendants, mais bon, on s'est adapté aussi à eux. Ça nous donne la possibilité un peu de varier un peu pour qu'eux aussi viennent aussi sur le terrain, tout ça, pour voir un peu d'autres choses de discipline au niveau du football. Tous tentent bien sûr de marquer des buts, mais aujourd'hui, le fair play est le mot d'ordre. L'objectif, c'est de se rencontrer déjà, de faire ensemble ce qu'on peut faire ensemble, mais autour du foot. Donc le football est le point commun, en fait, compte. Et puis il y a la rencontre, et puis en même temps l'esprit de solidarité entre le public de ce genre-là.
Plus que ça, le sport est également un atout pour ces personnes capables autrement. On a une vision autre, c'est-à-dire que l'ensemble des motricités, des arcs moteurs qui sont sollicités durant l'exercice, c'est notre métier tout au long de l'année sur différents ateliers et ça amène à des cohésions de mouvements. Ces rencontres sont organisées plusieurs fois dans l'année. À la fin, tous repartent heureux et main dans la main comme pour montrer qu'eux aussi sont unis par le sport. Prenons désormais la direction de l'atoll de Fakarava à la rencontre de la famille de James Mairoto, un copraculteur qui, malgré la crise sanitaire, n'a jamais arrêté de récolter la précieuse chair de coco. Ce portrait est signé Corinne Tehetia. Les images sont de Heidi Enko. Ils sont dans la cocoterie depuis 5 heures du matin. James et Wallis maîtrisent parfaitement les gestes. Ils travaillent le copra depuis plus de 15 ans, un savoir transmis par leurs parents. Tôt le matin, ça entretient le corps, ça fait du sport. Et après ça, on a la mer, le poisson pour manger. On évite le soleil. On est déjà assez bronzé, mais là on va cramer. La cocoterie s'étend sur 4 hectares avec plus de 160 cocotiers plantés il y a plusieurs années par leurs parents. Pour le revendre, il faut qu'il fasse 25 kilos, ce qui est autorisé justement par l'ouvrier lors de la pesée. Et donc ça va coûter combien alors? 3 500 francs le sac, exactement. Pour 25 kilos à 140 francs le kilo. Par jour, James et ses frères arrivent à remplir 7 à 10 sacs de 25 kilos. L'objectif est d'atteindre 1 tonne par mois pour percevoir au moins le SMIG. Un travail qui demande beaucoup d'efforts physiques et dans lequel Wallis trouve son compte. C'est pas facile de comprendre, mais tout le monde peut le faire. Même celui qui est plus mince que moi ou moins costaud, il peut le faire. Mais il ne faut pas faire beaucoup, faire petit à petit, tu vois. Puis tu as 2 ou 3 sacs, quand le bateau il arrive, tu as toujours de l'argent en poche. Hein? Si tu as acheté du riz pour manger à la maison, tout ça, ou acheter d'autres choses pour la maison. C'est pas facile, mais il faut le faire. La plupart des familles à Fakarava vivent du copra, un secteur qui ne connaît pas la crise et comme le souligne James, la cocoterie, c'est la vie d'un Paumutu. Et depuis le 1er mars, le prix du kilo de copra a d'ailleurs été revalorisé. Il se vend désormais à 145 francs. L'information principale de ce vendredi soir, Pierre Frébault, le directeur de l'ARAS, a rencontré Jacques Rénal, son ministre de tutelle, ce matin, convoqué pour avoir communiqué des chiffres directement au président Édouard Fritsch, des chiffres qui auraient influencé la levée presque totale de l'obligation vaccinale. Sa situation sera discutée en Conseil des ministres. À la télévision, ce vendredi soir, la série Meurtre à Senham, puis les Jeux paralympiques d'hiver de Pékin aux alentours de 21h. C'était le journal préparé par la rédaction et l'équipe technique. Merci d'avoir été avec nous. Demain matin en radio, premier rendez-vous d'information à 6h30. Je vous dis à demain soir. Passez une excellente soirée et prenez bien soin de vous. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.